Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique ce soir. Nous partons du côté de la commune de Lamentin avec le maire Jocelyn Sapoti. Donc nous continuerons sur cette lancée, les politiques face à la crise, puisque nous sommes en plein cœur de la crise, malgré ce déconfinement. Et selon certains, c'est quand même la phase la plus difficile de cette crise sanitaire. Donc avec Jocelyn Sapoti, nous essaierons de voir comment ça s'est passé sur sa commune en rétrospective, et puis nous arriverons à la situation actuelle au niveau de Lamentin, mais aussi sa vision globale de la gestion de la crise en Guadeloupe. Jocelyn Sapoti, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à Canal 10, aux auditeurs de Canal 10, à la Guadeloupe, à tous ceux qui nous regardent. Et je vous dis, nous sommes, c'est vrai, dans une situation particulière, une situation qu'on n'a jamais connue. Personne n'a pensé un jour vivre ça. Et aujourd'hui, il faut le gérer avec des outils que nous n'avons pas forcément, avec des solutions que nous devons tous chercher ensemble. Nous devons comprendre, innover face à quelque chose que nous connaissons peu, que nous maîtrisons peu. Et en sachant bien sûr qu'il faut continuer et que demain, il faut se relever. Alors Jocelyn Sapoti, avant d'arriver à cette gestion actuelle au niveau de votre commune, il y a eu un pendant coronavirus, en tout cas avant et pendant, et nous sommes encore dedans, mais au départ, comment avez-vous abordé cette question de gestion de crise en tant que maire? Est-ce que vous vous êtes dit qu'est-ce qui me tombe dessus, comment je vais pouvoir gérer, qu'est-ce qui va se passer, ou est-ce que vous avez fait face systématiquement, vous avez mis en place ce qu'il fallait dans la commune? Mais la première chose qu'on a faite, c'est que j'ai réuni très rapidement une équipe autour de moi. Une équipe à la fois politique et à la fois, bien sûr, technique et administrative. Cette équipe politique a été une équipe élargie parce que nous revenions d'une élection, victorieuse d'une élection, mais où j'ai des élus qui sont encore en charge de la gestion des affaires et de nouvelles personnes qui sont élues mais qui ne sont pas encore en charge, mais qui ont envie aussi de participer. Donc en fait, ça a permis que l'équipe soit renforcée. Et nous avons commencé à réfléchir très rapidement, déjà là, dès le début, en respectant les gestes barrières, réunion où tout le monde est à plus de mètres, etc. Et essayer de voir quelles sont les actions à mettre en place envers la population. Donc la première action que nous avons mise en place est une action de communication, où j'ai fait passer la voiture de la police municipale. Je pense que nous avons été la première commune à faire ça, avec un haut-parleur. Et pour demander aux gens, effectivement, de rester chez eux, et deuxièmement, de respecter les consignes et d'attendre les nouvelles informations. Ensuite, surtout qu'à ce moment-là, il y avait un flot d'informations qui arrivait et qu'il fallait vraiment faire le tri dans tout cela. Absolument. Donc, c'est la première chose que nous avons mise en place, c'est-à-dire la communication envers la population. Puis la deuxième chose que nous avons mise en place, c'est une cellule de soutien auprès des personnes isolées, des personnes handicapées, en situation de handicap et des personnes âgées, de façon à pouvoir relayer toutes les personnes qui auparavant étaient auprès de ces personnes-là mais qui ne pouvaient plus se déplacer. Donc moi personnellement j'ai eu à apporter secours à certaines personnes atteintes d'ailleurs du Covid-19. Il y en a eu combien chez vous? Vous savez, c'est la difficulté. Tous les maires ont fait la demande. Moi aussi, j'ai fait la demande. On a refusé de nous donner effectivement les nombres. Pour une raison très simple, c'est, vous savez, il y a le secret médical. Oui, mais un chiffre, ça n'enlève rien au secret médical. Il n'y a pas de statistiques réelles par commune. Malheureusement, ça n'existe pas. Sauf pour les décès? Alors, pour les décès, oui, mais les décès, on a tenu une statistique des décès, mais ça n'a rien à voir avec les gens qui sont malades. Chez moi, je peux dire que j'ai connu un décès.
un décès que moi j'ai connu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait qu'un seul. Moi, j'ai oui, mais normalement, lorsque les pompes funèbres viennent mais vous ne connaissez pas la cause des décès, en principe. Mais en principe, ils mettent la cause du décès, non? Non, vous n'avez pas toujours la cause des décès. Mais c'est stipulé. Donc, il y avait effectivement un protocole par rapport à cela. On a mis tout ça en place, donc, comme je vous disais, pour pouvoir bien aider les personnes, aller envers les personnes. Donc, comme beaucoup de communes en Guadeloupe, donc il y a eu des paniers, il y a eu des repas emportés jusqu'à maintenant, emportés pour des personnes bien sûr isolées, des personnes en difficulté, etc. Et puis à la mairie, il y avait eu bien jusqu'à lundi, un standard. On va dire, lié aussi à la gestion de la crise pour ces personnes en situation d'isolement, de façon à pouvoir relayer leurs besoins auprès des services, soit de l'État ou encore de la région, encore du département ou de nous-mêmes pour pouvoir porter secours à ces gens. Donc on peut dire quand même que vous avez pu vous adapter au niveau de la situation. Est-ce qu'il y a eu quand même... Ah oui, je remercie d'ailleurs les équipes. Je remercie les équipes du CCAS de Lamantin, la directrice du CCAS, le personnel du CCAS de Lamantin, tous les élus nouvellement élus et les anciens, et aussi l'encadrement et les agents des services techniques qui certains m'ont appelé pour me dire qu'eux, ils veulent faire des choses, etc. Et oui, j'ai un personnel qui était volontaire, qui s'est mobilisé, oui. Et je leur dis merci. Est-ce qu'il y a eu quand même quelques difficultés et lesquelles, en tout cas, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous à mettre en place? Bien, ce qui a été le plus compliqué, le plus difficile effectivement à mettre en place, enfin c'est pas à mettre en place, à gérer, c'est la maîtrise de la situation et la connaissance qu'on avait réellement du terrain et de ce qui se passait. Puisque nous avions des informations officielles, mais tout le monde sait que les informations officielles étaient triées quand même, et que... Quand vous dites tout le monde sait que c'était trié, oui, mais de toute façon, on s'imaginait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dites, c'est ça? Oui, bien sûr, soit parce que c'était des choses qu'il fallait, pour des raisons que nous ne savons pas ou autres, ne pas dire à l'époque, je ne sais pas. Et d'ailleurs, on sait que dans la crise, on reproche ça, bien sûr, à ceux qui ont géré la crise au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'État, etc., que toutes les informations n'ont pas été données. Donc, il n'y a pas eu... Alors, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de transparence, c'est qu'il y a eu des non-dits, mais aussi... il y a eu des non-dits, il y a eu de la peur aussi, certainement, de la part de ceux qui géraient de l'autre côté. On sait très bien qu'il y a une divergence des chiffres entre les chiffres des médecins des villes et les chiffres qui étaient donnés directement par l'ARS. Et l'ARS, même à un certain moment, a reconnu qu'il y a une divergence de chiffres et que les chiffres annoncés sont certainement supérieurs à ce qui était dit. Donc, il y avait tout ça qui créait quand même un climat difficile pour nous, où nous disions, nous sommes en train de gérer quelque chose, mais est-ce que nous gérons le réel? Nous gérons à partir de ce que nous connaissons, mais est-ce que ce que nous connaissons, c'est bien le réel? Donc, quelque part, on se dit, oui, est-ce qu'on fait assez ou on ne fait pas assez? En fait, vous n'étiez pas en confiance. Personne n'était en confiance. Personne n'était en confiance parce qu'on est face à quelque chose qu'on ne connaît pas et on n'a pas toutes les informations et on ne maîtrise pas tout. On va sur les réseaux sociaux, mais il faut trier encore sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui étaient très intéressantes, mais aussi beaucoup de choses qu'il fallait rejeter. On est en quête d'informations, on regarde ce qui se passe à l'international. Voilà. Et puis, mais en tant que maire, vous étiez bien placé pour savoir ce qui se passait, pour être au plus près de l'information. Tous les jours, tous les jours quasiment, on était en conférence, en visioconférence, et de belles visioconférences où nous avons bien travaillé, je peux vous dire ça par contre, avec les services de l'État, avec la région, avec le département, avec le conseil municipal, mais aussi avec les agents de la CNBT, etc., avec les prestataires, oui, régulièrement, tous les jours, nous étions en audioconférence, en visioconférence, des fois des conférences un peu trop longues, mais c'est comme ça, afin de gérer les situations et d'avoir les informations. Oui, ça se faisait, mais comme je vous dis, on avait les informations officielles. Mais on se posait la question, est-ce que ce qu'on connaissait de manière officielle était réellement ce qui se passait sur le terrain? Donc les informations officieuses sont les meilleures?
je ne dis pas officieuse, mais je dis réelle. Réel, c'est-à-dire ce qui vous donne la réalité du terrain, la réalité de la crise. Et d'ailleurs, ça a été l'un des objets de mon intervention quand on a parlé de l'ouverture des écoles. J'ai dit oui, est-ce qu'aujourd'hui on a une connaissance réelle de la circulation du virus en Guadeloupe? Et c'est ça, c'est une question primordiale. Quelle a été la réponse? La réponse, c'est qu'on a des chiffres, etc., à partir de ce qu'on connaît, mais il y a peut-être des gens qui, chez eux, ont le virus, ne sont pas allés voir leur médecin, par exemple, ou encore sont allés voir leur médecin, mais ne sont pas dans les statistiques. On ne connaît pas ces gens-là. Est-ce que ces gens-là ne représentent pas un risque? Il y a quand même une période d'incubation. Il y a une période où le virus... Oui, ceux qui sont asymptomatiques, vous ne les connaissez pas. Parce qu'il n'y a pas... Tout le monde n'est pas testé. Et puis, c'est impossible de tester tout le monde. Et puis, même si on testerait tout le monde, vous êtes testé aujourd'hui négatif, qui vous dit que demain, vous n'êtes pas positif. Voilà. Donc, c'est quelque chose quand même assez complexe et difficile à gérer à tous les niveaux. Globalement, je pense que la Guadeloupe, quand même, il faut le dire, malgré tout, s'en sort assez bien. La Guadeloupe, de manière générale, et s'en sort assez bien, et à tous les niveaux, que ce soit... On a été critiques, nous nous sommes critiqués entre nous, il y a eu des choses, mais on s'en sort assez bien. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il n'y a pas eu de vraie réponse sur le fait que le virus circule ou pas. Mais on sait que le virus circule toujours. Le problème maintenant, c'est d'éviter aujourd'hui qu'il y ait ce qu'on appelle des clusters. Et ça, c'est le risque qu'on a vu à chaque fois qu'il y a eu un déconfinement quelque part, il y a eu des créations de clusters. Donc aujourd'hui, premièrement, c'est continuer à garder les gestes barrières de façon à qu'on ne crée pas de clusters. Et si on crée par malheur un cluster quelque part, il faut très vite le détecter, très vite l'isoler, parce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire auparavant et qu'on sait faire maintenant aujourd'hui. Donc très vite isoler ce cluster-là et le traiter rapidement de façon à ce qu'il ne s'élargisse pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller aujourd'hui, parce que je pense très sincèrement que la pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est de revenir à nouveau à un confinement. Je pense que psychologiquement, ce serait difficile, puisque la population aujourd'hui, mais moi-même, tout le monde aujourd'hui, a vécu difficilement cette période de confinement sur le plan psychologique. Économiquement, ce n'est pas bon. Socialement, ce n'est pas bon. Donc, ce n'est pas une situation normale. Donc, il faut tout faire pour ne pas revenir à cela. Voilà, Jocelyn Sapoti, nous marquons juste une courte pause et je reviens avec vous pour la deuxième partie de cette émission. Très bien, merci. Voilà, donc nous revenons au sein de cette émission avec vos appels. Donc le numéro de téléphone s'affichera sur l'écran de votre téléviseur. Nous avons ce soir en plateau, je vous le rappelle, le maire de la commune de Lamentin, Jocelyn Sapoti. Et avec lui, nous faisons un petit tour de cette crise, de cette pandémie Covid-19. Alors maintenant, en cette deuxième partie d'émission, Jocelyn Sapoti, nous abordons vraiment cette phase de déconfinement. Alors comment avez-vous vécu dans votre commune ce déconfinement, et puis quelle est votre vision globale du déconfinement? Qu'avez-vous constaté, qu'avez-vous remarqué? Alors la première chose, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai fait une petite mise en garde, puisque dans ma première sortie, j'ai constaté que les gens étaient contents, que les gens étaient heureux, et j'ai fait un jeu de mots d'ailleurs pour dire que j'ai vu des gens heureux et dangereux. Pourquoi? Parce que j'ai senti que les gens étaient contents de se lâcher, etc. Mais dangereux parce que, effectivement, les gestes barrières à certains endroits que j'ai vus n'étaient pas respectés. Donc, je lance encore cet appel-là. Je dis aux gens, nous sommes tous contents de sortir du déconfinement. Moi, le premier. Mais soyons quand même prudents. Parce qu'il y a encore le virus en circulation, il ne faut surtout pas qu'on crée des clusters et qu'on se retrouve après à
reconfiner. Donc, restons prudents. Mais il est important quand même aujourd'hui de sortir du confinement parce que ce n'est pas une situation normale. Donc nous avons commencé à gérer le déconfinement, à la mairie de Lamentin, à la CNBT. Nous prenons le temps de faire les choses. Ça veut dire quoi, prendre le temps? Voilà, c'est-à-dire que nous ne nous précipitons pas, nous expérimentons, nous discutons. Nous avons fait les CHSCT avec les représentants du personnel. Nous avons commandé en quantité, bien sûr, les masques, les gants, les produits hydroalcooliques, etc. Et tant que nous n'aurons pas tout ce qu'il nous faut, partout où il le faut, eh bien, nous n'allons pas exposer le personnel, nous n'allons pas exposer les agents et nous n'allons pas non plus demander à la population non plus de se mettre en danger. Voilà, nous avions bien sûr limité les heures d'ouverture des commerces et là, depuis hier, j'ai fait un arrêté pour permettre au commerce de recommencer avec les horaires habituels, mais toujours dans cet esprit de respecter les gestes barrières. Alors, je vois des jeunes, effectivement, qui pratiquent des jeux collectifs. Hier soir, j'en ai vu. Ils sont contents, ils sont heureux, ils jouent au football, ils jouent au basket. Oui, mais soyez quand même un peu plus prudents, parce que là aussi, j'ai vu que ça manque effectivement de prudence. Soyez un peu plus prudents. Voilà. Donc, ça pour vous dire qu'il faut continuer. Donc, les services de la mairie vont s'ouvrir au public à partir de lundi. Les déchetteries vont s'ouvrir lundi, mais pas au public à partir de mardi. Au fur et à mesure, il y a des choses qui sont en train effectivement de revenir à la normale. Chez moi, à Lamentin, on n'a pas ouvert les écoles, mais on a une classe expérimentale qui va commencer à partir de lundi, où nous allons expérimenter le protocole avec un certain nombre d'élèves. Et peut-être combien d'élèves? Il y aura 7 à 10 élèves pour expérimenter le protocole et on verra en fonction de l'évolution, de l'expérimentation. Peut-être au mois de juin, on ouvrira 2 autres ou 3 autres classes au fur et à mesure, on verra. Mais l'objectif, ce n'est pas de ramener les enfants à l'école. Ce n'est pas cela, il ne faut pas se leurrer. L'objectif, c'est de s'organiser de manière sûre, de manière sereine et sûre pour pouvoir demain, on ne sait pas, au mois de septembre ou avant, eh bien, mieux maîtriser les protocoles, les organisations pour mieux sécuriser les gens. Nous avons un premier appel de téléspectateur Jocelyn Sapoti, donc nous le récupérons. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir, oui. Monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y. Oui, je voudrais poser une question au maire de Sainte-Anne. Pas Sainte-Anne, Lamentin. Lamentin, pas Sainte-Anne. Attendez, excusez-moi, de Lamentin. Oui, Lamentin. Lamentin, excusez-moi. Oui, je voudrais lui poser une question et lui faire une remarque surtout. Depuis le début de la pandémie, on parle toujours des problèmes de mort des vieux. On dit tout le temps que ça infecte surtout les vieux et c'est beaucoup de vieux qui s'en vont. Et je pense que de certains, j'en parlais en réfléchissant, que le président de la République est certainement bien content qu'il se débarrasse des vieux pour des questions de retraite. Il fait une bonne économie là dans ce sens. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on parle beaucoup de comment ils sont protégés, mais concernant les retraités, je n'ai jamais entendu une information pour dire aux retraités qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, qu'est-ce qu'on peut les conseiller, qu'est-ce qu'on peut leur donner en plus. Je n'entends pas ça du tout. Et je dis qu'on est bien content que beaucoup de retraités s'en vont, et ça fait de l'économie pour l'État français. Alors je voudrais demander, est-ce qu'il n'y a pas une intervention à faire justement pour permettre aux retraités d'avoir un peu plus d'aisance, surtout en ce moment difficile. Merci. Merci à vous. J'ai entendu, c'est une théorie qu'on a vu circuler sur
les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la théorie du complot, etc. Bon, mais ça, vous comprenez, ce ne sont pas des choses aujourd'hui sur lesquelles personne n'a la capacité de prouver quoi que ce soit, etc. Et la question du monsieur, je la comprends bien, c'est une question qui relève plus du niveau national. Maire, on n'a pas capacité à intervenir sur le niveau des retraites, le niveau des pensions, ça c'est au niveau du gouvernement, voire même peut-être au niveau du législateur, c'est-à-dire des parlementaires et encore. Mais je comprends la difficulté, effectivement. Mais ce monsieur disait, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour les retraités? Alors, une intervention à faire ou voilà, et sur votre commune, comment ça se passe? Est-ce que on parle beaucoup d'isolement? Est-ce que vous avez tenu à vous rapprocher de ces personnes isolées, retraitées? Comment avez-vous géré cela? Alors c'est la première chose dont nous avons parlé. On a vraiment parlé de distanciation sociale au départ et pas physique. Donc quand on dit distanciation sociale, c'est... Dans la première partie de l'émission, je vous ai dit, nous avons mis en place effectivement, c'est la première chose que nous avons faite, c'est un soutien aux personnes isolées. Alors ces personnes isolées, je tiens à le dire, et on a bien qualifié la chose, ne sont pas forcément des personnes retraitées, ne sont pas forcément des personnes âgées, ça peut être des personnes handicapées, oui. ça peut être aussi des personnes comme vous et moi, qui malheureusement, juste à ce moment-là, ont une très mauvaise grippe, ont une autre maladie, ou encore ont le Covid-19, et qui se retrouvent isolés et ne peuvent pas aller s'acheter à manger. Ça m'est arrivé d'aller apporter à manger moi-même pour des personnes qui sont aussi bien debout que vous et moi en situation normale, et qui étaient, eh bien, malheureusement, pendant la période de confinement-là, eh bien, très malades. Donc voilà, donc des situations comme ça. Oui, nous avons mis en place une cellule avec le CCAS, avec un numéro d'appel, et nous, régulièrement, tous les jours, nous avions des équipes qui allaient effectivement vers ces gens-là. D'accord. Donc, soit pour des paniers repas, et avec le conseil, donc avec la région, on a mis en place des paniers repas. Nous-mêmes, nous avons mis en place nos propres paniers repas et avec le secours catholique. Et avec le département, nous avons mis en place, bien sûr, que nous avons ce qu'on appelle le portage de repas, donc où le département lui-même a financé, et avec le CCAS, nous avons porté des repas directement pour les gens. D'accord, nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui. Allez-y. Oui, bonjour madame. Je suis sur Paradis là. Oui. Allô? Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question au maire du Lamentin. Oui. Je crois qu'il est président du CNBT. Oui, c'est ça. Nous avons un lieu. Ça fait 20 ans qu'on jette des déchets, surtout des déchets verts, mais il y a des autres personnes qui jettent des déchets. Et avec le confinement, si vous voulez, moi j'allais à Joula jeter des trucs, mais je ne peux pas aller à Joula parce que Joula est fermé. Et si vous voulez, il y a eu deux réflexions de deux personnes différentes. Ils me disent que je jette des déchets verts et je ne sais pas, je voulais demander, je ne sais pas si c'est de son ressort ou si il faut que je m'adresse au maire de Sainte-Rose pour demander que soit on met un panneau, on marque interdit de jeter des déchets verts, parce qu'à chaque fois, il y a un cas de vue qu'à chaque fois les gens mettent des choses, ils mettent des déchets verts, mais c'est pas seulement des déchets verts, ils jettent des trucs d'encombrants, tout ça. Alors c'est la question que je voulais poser, savoir si c'est de son ressort ou s'il faut que je m'adresse à la mairie de Sainte-Rose, parce que je l'ai signalé à la police municipale. Merci, monsieur. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Bon, c'est une bonne question. Pendant la période de confinement, on avait demandé aux gens de ne pas mettre sur les abords de route ni déchets verts, ni encombrants. Parce qu'il n'y avait pas de collecte de déchets verts et d'encombrants. Il y avait uniquement la collecte des ordures ménagères et aussi la collecte des poubelles jaunes. La collecte des encombrants et des déchets verts, des encombrants a redémarré.
Donc il faut que les gens attendent, ils vont recevoir d'ici peu un nouveau calendrier, mais la collecte des encombrants a redémarré. Donc ils vont avoir le planning. Mais je leur demande bien, effectivement, et comme dit le monsieur, de respecter quand ils déposent les lots. On ne peut pas mélanger encombrants et déchets verts. Les déchets verts, il faut les mettre à part et les encombrants à part. Puisque déjà, ce ne sont pas les mêmes sociétés qui les collectent, forcément, et ensuite, ça crée un problème pour le traitement derrière parce qu'ils ne sont pas traités de la même manière. Un exemple très simple, aujourd'hui, les encombrants, il n'y a aucune difficulté pour pouvoir les collecter. Les déchets verts, aujourd'hui, il y a une difficulté, puisque la filière qui traite les déchets verts, aujourd'hui, a fermé pendant un court instant. Donc, il va falloir réouvrir cette filière-là pour recommencer, et de façon pour que nous puissions emmener les déchets verts parce qu'il faut pouvoir les traiter. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de traitement parce qu'il y a un surplus de déchets verts. Donc, voilà les difficultés. Après, effectivement, quand ça, ce n'est pas respecté, pour donner l'information au monsieur, la collecte, oui, c'est de la compétence de la CNBT. Mais quand les gens ne respectent pas les règles de dépôt des déchets et des encombrants, ça revient, ça devient effectivement une compétence de police municipale. Et là, c'est le maire qui devient compétent. Et là, moi, effectivement, en tant que maire, j'ai eu à verbaliser pas mal de gens. Et il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on a verbalisé pas mal de gens. Donc, il revient effectivement à la police municipale et au maire de verbaliser les personnes qui ne respectent pas, comme le monsieur dit, le tri, déchets verts et encombrants, ou qui déposent à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Oui. Et peut-être que par rapport à ce qui a été mis en place au niveau de la crise, les gens sont un petit peu perdus. Nous récupérons un autre appel, mais peut-être que aussi il y a un flottement à ce niveau-là. Les gens ne savent pas trop ce qu'il faut déposer, ce qu'il ne faut pas déposer. Enfin, il y a eu des communiqués, mais vous savez, tout le monde n'écoute pas les communiqués. Des flottements, voilà, oui, donc aussi. il y a des flottements, il y a tout ça. C'est pour ça que malgré nous avions dit qu'il n'y aurait pas eu de collecte, nous avons quand même réalisé pendant la période des collectes pour nettoyer le territoire, en demandant à chaque fois de ne pas remettre. Mais pendant les 2 mois-là, à chaque mois, nous avons fait une collecte et réalisé une collecte sur l'ensemble du territoire de façon à garder le territoire quand même dans une situation un peu pauvre. Voilà. Nous repartons du côté du téléphone, puisque beaucoup d'appels pour vous, beaucoup de questions. Bonsoir, nous vous écoutons. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Et c'est madame Hachi du Lamentin. Bonsoir madame Hachi, tu vas bien? Oui, ça va. Et toi? Ça peut aller, ça peut aller. Québec fort, en content voir. Merci en pile. Attention à vous, d'accord? Oui, merci. Et puis nous, quand il faut un combat là, nous lèvons vers nous. Oui. Nous montons au ciel, nous lèvons. Sur l'accidentaire, nous lèvons, pas fripper. Nous savons. Madame Hachi, a dit force, et on toujours travaille, et aucun travail. Merci en pile. Force, toute famille, tout peuple là. Merci en pile. Positif jeune, lève. En savio là, et un combat là, et un combat là. Yes, I force bao. Merci beaucoup. Et nous lèvons, nous sommes soldats. Moi, tout le monde, moi, papa. Nous savons ça. Alors, merci est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question, madame? Est-ce soumis en question? Pas une question? Monsieur le maire a déjà parlé. Madame Boisselet, oui. Tu me connais bien en 2008 avec M. Sapoti. Nous t'avons posé candidature en nous et puis nous t'es là, machin. En pas rien à dire encore parce que M. le maire, j'ai dit toute vitesse. Et celle vitesse qu'a dit aussi vous, Madame Boisselet, qui est fort. Et M. le maire, j'en connais. Merci beaucoup. Merci. 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 À Canal 10. Merci. Eh bien, nous aussi, nous aimons. Ok, force. Ok. Donc, Jocelyn Sapoti, alors cela nous permet d'aborder une question aussi qui est une question cruciale, la question de l'eau. Oui. Alors, est-ce que sur votre territoire, puisque vous rayonnez quand même, vous êtes le président donc, de cette communauté d'agglo, comment ça se passe au niveau de l'eau? Un peu mieux qu'ailleurs. Un peu mieux qu'ailleurs. Ça veut dire pas de coupure d'eau. Même beaucoup mieux qu'ailleurs. Ceci dit, nous jouons quand même la solidarité avec le reste de la Guadeloupe. D'ailleurs, il n'y a pas eu de... Aujourd'hui, il n'y a pas eu de tours d'eau sur notre territoire. Depuis qu'on a mis en place des tours d'eau, il n'y a pas eu de Depuis quand il n'y en a pas? Il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Non. Bon.
nous avons une situation quand même en termes de gestion un peu complexe, mais qui marche. Lamentin et DE, nous avons un délégataire, c'est le même délégataire, et c'est une petite entreprise guadeloupéenne qui a remplacé la Générale des Eaux, qui s'appelle Unodis, et ça se passe bien. Et on a toujours de l'eau dans notre robinet, que ce soit Lamentin ou ADE, où nous avons le même prestataire, Unodis, une petite entreprise guadeloupéenne, à qui nous avons fait confiance. Et c'est parce qu'aussi, les deux communes, que ce soit la commune de DE et la commune de Lamentin, les deux chefs d'édilité, nous avons investi sur l'eau très tôt dans ces deux communes-là pour permettre effectivement, qu'à ce soit au niveau de la production de l'eau ou du réseau d'eau, que le travail soit fait au niveau des réseaux, au niveau de la production de l'eau. À Sainte-Rose, il y a un travail qui a été fait. Il y a quelques difficultés à Sainte-Rose à certains endroits, mais il y a quelques difficultés, mais il y a de l'eau et il n'y a pas de problème de tout d'eau. Donc il y a aujourd'hui une sécheresse à certains endroits à Sainte-Rose que nous sommes en train de régler avec le maire de Sainte-Rose et de lui trouver des solutions parce qu'aujourd'hui les rivières sont asséchées. Mais ça n'a rien à voir avec la gestion, c'est une question que les rivières sont asséchées. Donc nous sommes en train de faire jouer la solidarité pour pouvoir permettre qu'à certaines sections de Sainte-Rose d'avoir de l'eau parce que les rivières sont asséchées. À Pointe-Noire, il y a une gestion avec CGSS et ça se passe bien, il y a de l'eau régulièrement. Ensuite, il y a Goyave et Petit-Bourg qui sont effectivement sur le réseau du SIAG où c'est un peu plus compliqué, mais pas aussi compliqué qu'ailleurs, mais un peu plus compliqué, où des fois il y a des taux d'eau. Un peu plus compliqué, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que des fois il manque d'eau. C'est pas aussi grave que dans certaines communes, mais ça ne relève pas de nous. Ces deux communes-là ne relèvent pas de la gestion et de la compétence directe de la CNBT, puisque c'est le SIAG. Sur Petit-Bourg et Goyave, c'est le SIAG. Et sur les autres communes, c'est la CNBT. Et aujourd'hui, sur la question de l'eau, ça se passe globalement assez bien, globalement, et sur certaines communes comme Lamentin, DE, Pointe-Noire, etc., même très bien. D'accord, nous repartons du côté du téléphone avec une question. Pour vous, bonsoir, nous vous écoutons. Allô? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Oui. Bonsoir, madame Roxel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Voilà, je suis de Lamentin. C'est lui de Lamentin, voilà. De Lamentin, mais je préfère de Lamentin, puisque du Lamentin, c'est en Martinique, mais bon, c'est pas bien grave. Oui. De Lamentin. Allez-y. Voilà. Et je trouve, au moment où c'est pas vraiment beau vivre au Lamentin. Je veux dire pourquoi. Et je trouve, la majorité des gens qui habitent dans mon HLM se voient pleuvoir des factures, elles sont productantes d'eau, et sans compter les provisionnaires évidents. Ça peut demander si demain, ça va demander si les HLM ne poussent pas à la rue, parce que les notes sont très 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 élevées de charges. Parce que c'est vrai, par l'emploi, etc. Il y a eu un séminaire d'ailleurs que je suis allée et ça s'est mal passé. Et ça, vous le savez. Vous m'imaginez à certains moments de poster une voiturette, mais je trouve que je suis sur mon point. Je suis allée au séminaire de Pôle emploi, voilà, c'était pour justement me renseigner, etc. Il y avait des chefs d'entreprise, mais je me suis dit que, voilà, c'est très 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 difficile, surtout quand on n'a pas de voiture, de trouver un emploi. Parce que justement, de notre lieu, parce qu'il y a des problèmes de bus. Et il y a pas mal de gens qui sont dans la désolation, ils n'osent pas le dire. Et voilà, c'est la peur, c'est la crainte, je ne sais quoi. Moi, je préfère des choses. Voilà. Merci. Mon école, dont vous habitez, etc., je peux vérifier. À un certain moment, ma fille a eu le problème. Et nous sommes arrivés en 2011 ici. Elle est venue me voir. Avec la tante, pour porter le problème. Et voilà, on l'a fait passer pour une tricheuse, etc. Mais c'était le réseau qu'elle avait déjà une première année, je puis se mettre
professeurs et l'entretien qui a représenté cette université, elle avait déjà parlé de ce problème. Alors, madame, nous avons un gros problème, nous, pour vous suivre. Je demanderai à la technique de nous aider un petit peu parce que nous avons du mal à entendre cette dame. Alors, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans une zone où ça passe difficilement. Alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des factures d'eau exorbitantes. Au niveau du transport, on ne peut pas se déplacer, c'est bien ça, convenablement? Et en plus, les charges, nous sommes, voilà, les charges qui font d'ailleurs parfois le double de la facture du loyer, voilà. Du loyer? C'est pas normal. Alors, loyer. Alors, on a un petit peu, et quand on pose pas cette facture d'eau, on vous dit qu'il y a des factures encore en attente. C'est énorme. D'accord. Merci, madame. Merci à vous, madame. Donc, on a à peu près compris ce qu'elle disait. Alors, des factures d'eau exorbitantes. Au niveau du transport, quand on n'a pas de voiture, il est difficile de se déplacer. Les charges au niveau des loyers. Donc, en fait, c'est un petit peu tout ce que j'ai compris. J'ai pu comprendre des choses comme ça. Bon. Alors, sur les factures d'eau, j'ai pu comprendre que c'est par rapport à se réintégrer dans les loyers, etc. Bon, je n'ai pas très bien compris que ça a quelque chose à voir avec son bailleur social. Il faut qu'elle se rapproche de son bailleur social, si c'est le bailleur social qui gère cette affaire-là, ou encore directement avec ONU10, qui est notre délégataire pour la question de l'eau, s'il y a des questions à ce niveau-là. Et s'il n'arrive pas à trouver des solutions, bien sûr, elle pourra se rapprocher de la mairie, c'est ce qu'on fait régulièrement. Nous travaillons nous-mêmes avec des associations qui représentent les consommateurs et l'association avec laquelle nous avons de très bonnes relations et qui prennent aussi des fois le relais, ou le CCAS prend le relais. Donc sur la question du transport, ça dépend d'où la personne habite, je ne sais pas. Si c'est quelqu'un qui habite au niveau de la campagne, c'est vrai que c'est compliqué, je l'avoue, parce que la vérité sur le transport en Guadeloupe, c'est que nous cherchons à organiser et à optimiser un transport. Aujourd'hui, on a des transports, on cherche à les optimiser, puisque le problème avec le Covid encore plus, c'est que les bus roulent à vide. Je vois ça tous les jours. Et à certaines heures, il manque des bus. Donc, il faut trouver effectivement la bonne organisation pour qu'il y ait des bus et pour que ça ne roule pas vite. En tout cas, il y en a, mais qui ne correspondent pas forcément aux besoins et à l'organisation des gens. Donc, c'est ça qu'il faut chercher à mettre en place. Voilà. Et ça a un coût aussi, donc il faut chercher à organiser ça pour que ça soit optimal. Sur le bourg, par contre, c'est bien desservi. Voilà. Je ne sais pas quoi lui dire d'autre. D'accord. Alors, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Jocelyn Sapoti, comment voyez-vous l'avenir? Alors, c'est difficile aujourd'hui, n'importe qui, même à tous les niveaux, de pouvoir dire comment sera fait demain. Puisqu'il y a un événement qui s'est produit aujourd'hui, qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé l'économie. Vous entendez les chiffres. Qui a bouleversé même le comportement des gens. Est-ce que demain, nous aurons les mêmes réflexes en termes de consommation? Est-ce que demain, nous aurons les mêmes réflexes en termes de loisirs? Est-ce que aujourd'hui, ce que nous avons vécu pendant le confinement n'a pas créé de nouveaux besoins ou de nouveaux modèles? Pourquoi pas? Nous sommes peut-être en train de créer quelque chose de nouveau là. Personne aujourd'hui ne peut dire que demain sera modelé ainsi ou ainsi. Il faut être pragmatique dans la démarche. C'est ce que je dis à mes équipes tous les jours. Soyez pragmatiques, observez ce qui se passe, avançons, mais avançons sur la base de valeurs et de principes qui constituent notre colonne vertébrale. Donc, le premier principe aujourd'hui, c'est le principe de la solidarité. On n'a pas plus besoin de solidarité que maintenant. Le deuxième principe, c'est profiter de cette crise-là pour renforcer demain l'économie guadeloupéenne. Faire en sorte qu'on soit moins dépendant de l'importation et qu'on soit plus producteur nous-mêmes de toutes sortes d'économies. Et puis, troisièmement, quelque chose d'important et qui a chamboulé la chose, c'est l'éducation. Oui,
On dit que les politiques ne doivent pas s'occuper de ça. Effectivement, nous, c'est mettez la rue, non, on est là aussi pour parler d'éducation, pour parler de morale et pour parler de tout ça. Là aussi, il y a un travail à faire au niveau de l'éducation, au niveau de la formation des gens. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, tout ça n'est pas à revoir? Je pense que nous pouvons, grâce à cette difficulté, eh bien, profiter de la difficulté pour la transformer en opportunité. Voilà. Ouais. Pas très facile tout ça. Ah non, c'est pas facile, mais c'est jamais facile. Mais comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon et c'est dans la difficulté qu'on voit le bon capitaine. Merci Jocelyn Sapoti d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec une autre émission politique. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, c'est sûr, mais aussi une très bonne fin de soirée. Bonne soirée à vous. Merci.